C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que vous nous dites attention au sondage. Jean-Luc Mélenchon, il va progresser comme il a progressé il y a 5 ans. Oui, je ne veux pas vous dire l'inverse. La progression, elle est réelle, elle est ressentie dans les sondages, mais elle est ressentie aussi sur le terrain, dans les meetings. On a fait un très gros meeting la semaine dernière à Paris. On a un nouveau meeting dimanche à Marseille. J'espère que ce sera à nouveau le cas. Ce qui me paraît le plus décisif dans votre explication, même si je partage le fait qu'il y a effectivement plusieurs facteurs d'explication, c'est le fait que le programme, les mesures que propose Jean-Luc Mélenchon, elles résonnent avec les préoccupations et les revendications d'une grande partie de la population. Quand Jean-Luc Mélenchon dit il faut bloquer les prix du carburant, du gaz, de l'électricité, ça correspond à ce que ressentent les gens qui n'arrivent tout simplement pas à s'en sortir quand vous devez aller remplir votre voiture et que vous payez plus de 2 euros le litre. On ne peut pas s'en sortir. Donc oui, ramener le prix de l'essence autour de 1,40 € par une mesure de blocage des prix qui est la proposition de Jean-Luc Mélenchon, ça me paraît répondre à ses préoccupations. Quand Jean-Luc Mélenchon se prononce pour l'augmentation du SMIC à 1 400 €, là aussi, ça correspond à un besoin parce que tout simplement, les gens, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. De la même manière, quand Emmanuel Macron met dans la campagne la problématique de la retraite en disant que lui se prononce pour le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le seul candidat dans ceux qui sont en mesure d'accéder au second tour qui dit non, l'âge de départ à la retraite, ça doit être 60 ans, c'est possible de le faire et ça correspond là aussi, c'est une proposition qui est largement majoritaire dans la population. Je crois que c'est autour de ça que s'explique la progression de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, il reste 15 jours de campagne. Notre objectif, c'est pas seulement de faire une bonne campagne. Notre objectif, c'est d'être présent au deuxième tour et de pouvoir l'emporter. Et donc pour ça, il faut qu'on continue à progresser. Et j'espère que les prochaines semaines, les 2 prochaines semaines nous permettront de le faire. En tout cas, nous, on est déterminés. On pense qu'il y a une opportunité à faire en sorte qu'on ait au deuxième tour un vrai débat, une vraie confrontation entre 2 projets économiques et sociaux qui sont différents. Alors d'abord, je veux dire une chose, c'est que l'augmentation des prix du carburant, malheureusement, ne date pas que du début de la guerre favoriser, et vous avez raison de le Ukraine. redire. C'est-à-dire que les hausses, elles ont commencé déjà à l'automne dernier. La proposition que nous mettons sur la table, que Jean-Luc Mélenchon défend, c'est de bloquer les prix. C'est possible dans le Code du commerce. Ça a été fait, par exemple, pendant la crise sanitaire. Peut-être que plus personne ne s'en rappelle. Mais à l'époque, le gouvernement a dit on va bloquer le prix, notamment de gel hydroalcoolique, des masques, il me semble. Les masques, oui. Je ne sais plus. Le gel hydroalcoolique, en tout cas, c'est sûr. En disant... Voilà, on ne peut pas laisser, alors que les prix augmentent, pourquoi les prix augmentent? Parce qu'il y a une logique spéculative. Donc on dit non, stop, si vous voulez vendre votre pétrole, votre carburant en France, vous le faites à ce prix-là, c'est 1,40 €, on fixe le prix. Ça existait en France jusqu'à milieu des années 80 où on bloquait un certain nombre de prix et c'était pas impossible de le faire. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Et ce qui est impossible, honnêtement, il faut le dire, ce qui est impossible, c'est de continuer dans cette situation. C'est impossible. Vous avez des gens aujourd'hui qui commencent à se dire mais moi je vais pas aller travailler parce que ça me coûte plus cher d'aller remplir ma voiture pour aller travailler plutôt que de rester chez moi. Mais et donc comment il y a des gens qui s'en Mélenchon sortent va financer une telle mesure? Parce que ça nous rapporte des milliards d'euros dans les caisses de l'État. Ah ouais, d'accord, mais bon, déjà on en a les taxes. C'était déjà pas mal. Là, il n'est pas normal que dans une situation comme ça, l'État s'enrichisse sur le dos des concitoyens. Donc on peut imaginer d'ailleurs de prendre une partie sur les taxes, mais l'enjeu c'est de bloquer les prix. Pourquoi? Parce que ça fait payer les distributeurs, les producteurs, ça fait payer les géants pétroliers. C'est eux qui doivent mettre la main à la poche. Ça peut pas être bon, le prix augmente, c'est la guerre, donc les Françaises et les Français, vous allez galérer, vous allez avoir du mal à remplir votre voiture, à vous déplacer, mais nous, les géants pétroliers, on profite de la situation, on s'en met plein les poches, on fait des dividendes records. Personne ne peut comprendre ça. Donc le blocage des prix, c'est une manière de dire tout le monde fait des efforts, et donc en particulier celles et ceux qui s'en mettent beaucoup dans les poches. Mais pourquoi ne pas proposer, comme le font beaucoup de vos concurrents dans cette élection, par exemple Anne Hidalgo ou Marine Le Pen, de descendre la taxation sur le carburant de 20% à 5,5%? Est-ce que ce ne serait pas plus efficace en termes de baisse des prix à la pompe? Ah non, ça ne serait pas plus efficace, ça c'est certain, puisque si vous faites ça, vous allez réduire le prix du carburant de 20 à 30 centimes le litre, à peu près, c'est les chiffres qui sont donnés, alors qu'avec une mesure de blocage des prix, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Mais surtout, le problème, il est en quelque sorte philosophique. C'est que je ne vois pas pourquoi
ce serait seulement les ressources de l'État qui devraient être diminuées dans cette situation, donc indirectement vous et moi, parce que le budget de l'État, c'est nous qui le finançons par nos impôts, et que les grands distributeurs et les grands fournisseurs de gaz, d'électricité ou de carburant, eux, n'auraient pas du tout à mettre la main à la pâte. Je trouve pas ça normal, donc il me semble bien sûr qu'on peut réfléchir sur les taxes. Il n'est pas non plus normal que l'État s'enrichisse dans cette situation, ça je l'entends. Donc on peut réfléchir sur les taxes, mais la mesure qui me paraît prioritaire, très simple, elle a un impact immédiat, concret, c'est celle du blocage des prix à la baisse. Ça concerne bien sûr le carburant, mais ça doit concerner aussi un certain nombre de produits alimentaires, parce que ça on n'en parle pas pour l'instant, mais on voit très bien que c'est en train de monter. Il va y avoir une augmentation des denrées, des prix alimentaires de première nécessité. Nous, on a proposé une méthode, c'est une méthode qui existe sur l'île de la Réunion, c'est qu'on détermine une liste de produits. Il y en a à peu près 150, c'est déterminé par un comité dans lequel il y a des organisations syndicales, dans lequel il y a des représentants des associations de consommateurs. Et on dit sur ces 150 prix, on met en place une mesure de blocage des prix. Sinon, les gens ne vont pas s'en sortir. Les gens ne vont pas s'en sortir. Donc, il faut une mesure qui soit une mesure forte. Le blocage des prix, ça le permet. Combien de temps on bloque les prix ? On bloque les prix le temps qu'il faut jusqu'à ce que les prix reviennent à des niveaux qui sont des niveaux acceptables. Ce qu'on a envie de comprendre, c'est comment Jean-Luc Mélenchon finance tout cela. J'entends. Alors, d'abord, je renvoie, parce que je ne peux pas résumer ici 3 heures de chiffrage, mais on a fait une émission que tout le monde peut consulter en ligne sur YouTube, de chiffrage de nos propositions. D'ailleurs, on avait invité certains économistes. Il y avait un économiste de votre chaîne, Pascal Perry, qui est venu pour faire la contradiction. Donc, vous voyez, ce n'était pas seulement un endroit où on a chiffré le programme entre nous, on l'a soumis au débat. Et donc, on met en place et on présente quelles sont nos dépenses et quelles sont les recettes qui permettent d'y faire face. Je ne vais pas tout résumer ici, mais dans les recettes, il y en a de plusieurs ordres. Il y a une partie qui est liée sur la fiscalité pour les plus hauts revenus. On propose une réforme fiscale avec le fait d'ajouter des tranches. On passerait à 14 tranches, avec une tranche supérieure dans lesquelles le taux d'imposition est plus important. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que quand on parle d'impôts, les gens s'inquiètent un peu. Je les rassure, dans cette réforme fiscale, 92% des Françaises et des Français paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les personnes qui gagnent à peu près moins de 4 000 € par mois paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Mais on mettrait davantage à contribution celles qui gagnent plus. Premièrement. Deuxièmement, on remet en place un impôt de solidarité sur la fortune qui a été supprimé. Troisièmement, on revient sur un certain nombre d'exonérations fiscales. Donc il y a une partie des recettes qui viennent d'ici. Et il y a une autre partie des recettes, c'est quand vous augmentez par exemple les bas salaires. Nous on propose d'augmenter le SMIC à 1 400 €. Tout le monde le sait, quand vous donnez une augmentation salariale à des gens qui ont peu, c'est de l'argent qui retourne dans la consommation, qui retourne dans le circuit économique. Alors que les grandes fortunes, elles sont accumulées en patrimoine, elles sont placées sur des comptes en banque. Et donc ensuite, vous régénérez, vous créez un circuit qui est un circuit vertueux, et vous avez davantage de cotisations sociales, vous avez davantage de recettes. Mais les grandes fortunes investissent aussi dans les entreprises, elles sont aussi de moins en moins, malheureusement. Bien sûr qu'il y a des grandes fortunes qui contribuent à créer des emplois, je ne le conteste pas, mais on sait très bien, et les chiffres de ces dernières années le démontrent malheureusement, que de plus en plus aujourd'hui, l'argent qui a été capté par les grandes fortunes de ce pays est de moins en moins placé en investissement. Il y en a une partie, mais ça l'est de moins en moins. Donc moi, je ne suis pas en train de vous dire que les grandes fortunes, on va leur dire qu'on leur prend tout. Je vous dis qu'il est normal quand même qu'elles participent davantage à la solidarité nationale que celles et ceux qui galèrent à finir les fins de mois et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc je pense qu'on peut les mettre plus à contribution. Aujourd'hui, dans ce pays, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions. Vous trouvez ça acceptable, franchement ? 5 personnes, 27 millions. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va mettre tout le monde au même niveau, mais au moins qu'on fasse payer un peu ces 5 personnes-là davantage pour que les 27 millions puissent s'en sortir plus facilement.